Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, bienvenue dans Nouveau CEO. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode assez spécial puisqu'aujourd'hui j'aimerais vous partager les 11 leçons les plus importantes que j'ai pu apprendre durant ces 7 dernières années passées à entreprendre et développer mon business. Des leçons qui parfois m'ont coûté extrêmement cher, que ce soit monétairement parlant, parfois en termes d'énergie. C'est un épisode qui devrait être assez long, puisque vous allez le voir, on va vraiment rentrer en profondeur dans chaque leçon et on va couvrir un spectre de leçons assez large. On va parler de business cyclique, on va parler de productivité, on va parler d'antivision, comment créer une communauté vraiment engagée sur les réseaux, on va parler des astuces, du fait que le business soit un jeu infini et plein d'autres éléments. Juste avant de démarrer, je fais une petite précision. Mon livre est toujours en précommande. Donc Solopreneur, l'art de créer un business en ligne au service de sa vie. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que dans ce livre, justement, j'ai mis le condensé de tout ce que j'ai appris ces 7 dernières années. Et vous pouviez accéder encore en précommande. Le fait d'y accéder en précommande, quel est l'intérêt ? C'est que vous allez recevoir 3 bonus exclusifs, donc 2 masterclass et un condensé d'informations, donc un condensé des meilleures sources d'informations que j'ai aujourd'hui dans mon quotidien. Et vous serez automatiquement inscrit à un tirage au sort pour gagner une journée de coaching individuel avec moi. Donc je vais me déplacer chez vous dans votre business pour vous coacher pendant une journée complète. Et ça s'adresse uniquement aux personnes qui précommandent le livre avant le 24 avril. Donc je vous mets le lien juste en dessous dans la description et on va attaquer directement avec la première leçon qui est de comprendre la différence fondamentale entre ce que j'appelle les soft skills et les high skills. Donc les compétences faibles et les compétences élevées. Il me semble que c'est un élément dont j'ai déjà parlé, mais il est tellement important à comprendre que j'aimerais en reparler aujourd'hui, mais vous verrez d'un spectre un petit peu différent. Donc de 2 spectres en fait, le spectre de prestataire de service et le spectre de délégation. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté un épisode que j'ai publié il y a de ça quelques mois déjà, pour une petite piqûre de rappel, un soft skills, c'est ce qu'on va appeler les compétences qui sont entre guillemets légères. C'est plutôt des compétences humaines. Par exemple, c'est le fait de rendre le travail à l'heure, c'est le fait d'être un bon communicant, c'est le fait de respecter les consignes qu'on vous donne, toutes ces choses qui ne sont pas en fait inhérentes à un métier spécifique, qui sont plus des compétences humaines. Et de l'autre côté, on a les high skills, donc les compétences élevées, qui elles sont plus inhérentes à une thématique. Par exemple, si vous êtes monteur, les high skills sont vos compétences en montage, à quel point vous êtes bon en montage. Si vous êtes copywriter, c'est vos compétences que vous avez en copywriting, votre capacité à vendre et augmenter le taux de conversion de vos clients. Si vous êtes coach de sport, c'est vos compétences dans le domaine, etc., etc., etc. Et en fait, j'ai remarqué après des années, et vraiment ça m'a pris presque 5 ans à comprendre ça, que on surestime l'importance des high skills et on sous-estime l'importance des soft skills. Que ce soit des 2 côtés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'expérience, quand je délègue à une personne un travail, quand je cherche à recruter dans mon équipe, évidemment que je vais regarder les compétences profondes. Évidemment que si demain, je veux recruter un monteur, je veux recruter un copywriter, je veux recruter un vidéaste, ce que vous voulez, je vais regarder forcément la capacité de cette personne à produire ce que je demande. À faire du bon contenu, à produire une bonne vidéo, à faire un bon montage, à faire une bonne page de vente, etc. Mais ma décision va se faire beaucoup plus sur les soft skills. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les high skills, donc les compétences techniques sur un sujet, sont des choses qu'on peut développer. C'est assez facile de former une personne sur un domaine. Par exemple, quand j'ai recruté mon assistante opérationnelle, je l'ai formée au début sur plein de choses. Elle venait de se reconvertir, elle n'avait jamais trop touché un business de sa vie, et je l'ai formée sur tout ce qui était nécessaire, toutes les tâches que j'allais lui déléguer. Et ça a pris quelques semaines, elle s'est formée sur le sujet. Alors que les soft skills, donc les compétences humaines, c'est difficilement transmissible. C'est difficile de former une personne sur les compétences humaines. Le fait que quelqu'un soit rigoureux, le fait que quelqu'un vous réponde, le fait que quelqu'un vous rende le travail dans les délais, le fait d'être un bon communicant, sont des choses qui sont beaucoup plus difficiles à transmettre. C'est beaucoup plus compliqué de former quelqu'un là-dessus. Et en fait, vous allez vous rendre compte, et je pense que vous vous en êtes déjà rendu compte si vous avez commencé à déléguer, à travailler avec d'autres personnes, qu'en fait, souvent, ce qui fait faux bon, quand on travaille avec d'autres personnes, c'est les compétences soft.
C'est-à-dire qu'en fait, vous commencez à travailler avec quelqu'un, et moi, dans 100% des cas, dès que j'ai commencé à déléguer et que j'ai pas poursuivi avec cette personne sur le long terme, c'est souvent parce que c'était les soft skills qui allaient pêcher. C'est une personne avec qui je travaille et qui ne me répond pas au bout de quelques jours. C'est une personne qui rend pas le travail dans les délais. C'est une personne qui ne va pas, je donne des consignes, je mets en place un process qui va ni respecter les consignes, ni respecter le process. Et aujourd'hui, systématiquement, je vais toujours prendre ma décision sur les soft skills. C'est-à-dire que à compétence égale, quelqu'un qui a vraiment le même niveau en copywriting qu'une autre personne, qu'un autre copywriter, je vais me baser sur les soft skills. Et même, pour aller plus loin, je vais préférer quelqu'un qui est un peu moins compétent sur la technique, mais qui est irréprochable sur le côté humain. Parce que sur le long terme, c'est ce qui va être le plus important. Je préfère quelqu'un, si on parle de copywriting, qui me fait une page de vente qui convertit à 5%, plutôt que 7%, mais une personne avec qui c'est simple de communiquer, une personne qui ne me fait pas de faux bons, une personne qui me répond en temps et en heure, une personne qui a de l'avance sur le travail et que j'ai pas besoin de courir derrière cette personne. Et ça, c'est le truc que vous devez regarder quand vous recrutez. Mais, et c'est tout l'intérêt de cet épisode aujourd'hui, du fait que je répète ça, c'est aussi quelque chose sur lequel vous devez investir ou accentuer, on va dire, quand vous êtes freelance. Parce que j'ai plein de personnes autour de moi qui m'écrivent et qui me disent « Ouais Tony, voilà, moi je suis freelance, il y a beaucoup de concurrence dans mon domaine, j'ai du mal à trouver des clients, j'ai peur de me lancer parce que y a tellement de monde sur le sujet que je ne sais pas trop si ça va marcher. » Et honnêtement, dès qu'on me demande des contacts dans des thématiques très répandues, par exemple un bon community manager, je n'ai aucune recommandation à donner. Pourquoi ? Parce que je connais très 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 peu, malgré qu'il y en ait des dizaines et des centaines, de community managers, de copywriters, de trucs qui sont très compétents et qui ont des soft skills qui sont avancés. C'est-à-dire des personnes sérieuses qui rendent le travail en temps et en heure, qui ont un bon suivi, qui comprennent, etc., etc., etc. Et en fait, ce que vous devez vous dire, si ça peut vous rassurer, si vous êtes prestataire de service, c'est que oui, évidemment qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de concurrence dans le milieu du freelance, il y a beaucoup de community managers, beaucoup de closers, il y a beaucoup de copywriters, il y a beaucoup de monteurs vidéo, il y a plein de trucs. Mais très souvent, je dirais 95% des gens n'ont pas les bons soft skills, ne sont pas sérieux dans leur travail, ne rendent pas les trucs en temps et en heure et tout ce qui va avec, tout ce que j'explique depuis tout à l'heure. Et ça, c'est un double intérêt. C'est-à-dire que si vous êtes entrepreneur, de 1, quand vous recrutez, donc si vous êtes entrepreneur, quand vous recrutez, regardez les soft skills parce que c'est ce qui va poser problème le plus rapidement dans votre business et dans la croissance de votre business. Et 2, si vous êtes plutôt freelance, eh bien, rassurez la personne avec qui vous allez travailler sur vos soft skills. Rassurez-la, mettez en avant vos soft skills, le fait que vous soyez organisé, que vous n'avez jamais de retard, que vous rendez le travail en temps et en heure, que vous avez bien compris les process, que vous allez apprendre vite. Et encore une fois, moi à titre personnel, et je ne suis pas le seul parce que je discute avec des dizaines d'entrepreneurs qui recrutent, on a tous le même problème. C'est-à-dire que des gens compétents, il y en a plein, ok, qui ont des bons high skills, qui savent faire du montage, qui savent faire du copywriting, du machin, du truc, mais des gens qui sont sérieux d'un point de vue humain, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Donc, investissez dessus, première leçon, très important. La deuxième leçon, c'est que après avoir monté mon business pendant des années, je me suis rendu compte que le business, de façon générale, dans sa globalité, business, réseaux sociaux, tout ce que vous faites, c'est quelque chose de cyclique. Le business, c'est quelque chose de cyclique. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que de 1, ça vous permet de comprendre les différents cycles qui existent, de comprendre aussi que, en fait, dans quel cycle je suis aujourd'hui, et par rapport à ce cycle-là, qu'est-ce qui est bon, pas bon de faire, et de vous rassurer aussi. Parce que quand il y a quelque chose de cyclique, il y a forcément des périodes de hausse, des périodes de baisse, des périodes de stagnation. J'ai, on va dire, identifié 2 grands cycles, on va dire, macro dans le business, et à l'intérieur de un de ces 2 cycles macro, il y a différents cycles. Donc les 2 cycles macro, qui sont sur des périodes de plusieurs mois en général, c'est les périodes de croissance et ce que j'appelle les périodes de structure. Une période de structure, c'est une période durant laquelle vous allez poser les choses que vous allez mettre en place. Vous allez mettre sur le papier, vous allez poser sur la table tout votre business.
Et en général, ces périodes de structure viennent après des périodes de croissance. Donc je m'explique. La période de croissance, c'est une période durant laquelle vous allez lancer des projets qui ont pour but de vous faire croître. Donc dans la croissance, on va chercher plus de leads, on va chercher plus d'argent, on va chercher plus de trafic. Typiquement, je suis en période de croissance, je vais sortir telle vidéo YouTube, je vais peut-être lancer un concours, je vais faire de la publicité, je vais lancer telle formation, telle offre, tel machin. Là, j'ai un focus de 3 mois où actuellement, je suis dans une période de croissance. J'ai fait plein de contenu, je me lance un challenge de faire 30 réels, je me lance dans la publicité, j'ai 2 offres qui vont sortir, etc. Ça, c'est une phase de croissance. Bien souvent, c'est difficile de tenir des phases de croissance sur une année complète. Parce que vous allez le voir, lancer 2-3 offres sur un mois, ça prend beaucoup d'énergie. Faire un challenge de réel, un réel par jour pendant 30 jours, ça demande aussi beaucoup d'énergie. Donc c'est rarement un truc qu'on peut tenir sur la durée. Et une fois que cette première phase de croissance est passée, donc vous avez récupéré 2-3 000 mails en plus, vous avez fait 2-3 lancements qui sont très bien passés, vous avez gagné je ne sais pas combien de milliers d'abonnés, peu importe, vient le moment en fait de la phase de structure. Un plateau durant lequel vous allez vous concentrer sur l'après. C'est-à-dire que souvent, les phases de structure, moi de mon côté en tout cas, elles durent 1 mois, 1 mois et demi, ça dépend. Et c'est durant cette phase que, parce que j'ai développé mon business, je vais me poser la question, est-ce que je recrute ou pas ? Donc si je dois recruter, je vais être dans une phase de recrutement où je vais prendre une nouvelle personne. Est-ce que je veux déléguer d'autres tâches sans recruter une nouvelle personne, mais ok, j'ai développé mon business, j'ai plus d'entrée d'argent, je me rends compte que c'est le moment pour moi de me poser un peu, de me dire ok, ça je veux plus le faire, donc je vais déléguer ça à telle personne. Pour déléguer ça à telle personne, je vais retravailler le process pour qu'elle puisse 100% gérer le projet, etc. Durant les phases de restructuration, c'est durant ces phases aussi qu'on détermine les futurs projets, la future croissance qui arrive. C'est durant ces phases aussi où on fait une analyse un peu de ce qui s'est passé. Si par exemple vous avez décidé d'ajouter une nouvelle plateforme, LinkedIn, TikTok, etc. Est-ce qu'on garde pas ? Est-ce qu'on coupe pas ? Et l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est de ne pas accepter ces différents cycles. C'est d'être constamment, bien souvent c'est ça, constamment dans un cycle de croissance. C'est-à-dire, ok, je viens de bosser 3 mois comme un malade parce que j'avais tel projet, tel truc, tel machin, le concours, les réels sur Insta et tout, nouvelle plateforme, et boum, je réenchaîne sur un truc, et encore, et encore, et encore. Et on se retrouve 1 an après à devoir tout gérer parce qu'on n'a pas pris le temps de structurer, de déléguer, de gérer les process. On n'a pas pris le temps d'éliminer ce qui ne marchait pas. Alors ça fait 1 an qu'on poste sur LinkedIn alors que ça nous rapporte 3 balles. Et donc, c'est vraiment important, et il faut l'accepter, que durant ces phases de structuration, en fait, on rencontre quelque chose d'un peu plus calme, mais c'est ce calme qui est nécessaire et qui va permettre de poser la croissance des prochaines semaines et des prochains mois. Donc, c'est très important de comprendre ces différents cycles-là et surtout de les accepter et vraiment de les appliquer. Quand vous êtes en train de structurer votre business et que vous passez 1 mois à le faire parce que en même temps, il faut quand même continuer à créer du contenu, peut-être un peu moins, 2-3 par semaine au lieu d'1 fois par jour. En même temps, faut créer des nouveaux freebies. Pourquoi ? Parce que vous vous rendez compte que malgré le fait que vous parliez constamment de votre guide, de votre e-book, peu importe, en fait, il n'y a plus personne qui s'inscrit. Ça veut dire que en général, il faut en créer un nouveau pour créer une sorte de redondance. Enfin bref, tout ça, faut l'identifier. Et une fois que vous l'avez identifié, faut le mettre en place. Sauf que pour le mettre en place, il faut accepter des périodes où c'est un petit peu plus calme. Et ça, deuxième leçon, et la majorité des entrepreneurs ne veulent pas, malheureusement, l'accepter. Troisième leçon, nos résultats s'arrêtent à la hauteur de nos standards. Alors, c'est important de comprendre une chose, c'est nos définitions de normes et de standardisation. On a grandi dans une société, et d'ailleurs j'en parle dans mon livre, il y a vraiment une grosse partie du bouquin, la première partie, qui est destinée aux croyances, et on va en reparler aussi dans cet épisode, parce que les croyances, c'est vraiment ce qui impacte votre façon de penser, vos normes, et finalement tout ce que vous allez mettre en place ou non par la suite. Il faut vraiment comprendre ce phénomène-là, que les normes et les standards dans la société française, c'est quelque chose de très implémenté. En France, on va essayer de moyenner tout. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'école, on va pas regarder si vous êtes excellent dans un domaine et vraiment il faut aller là-dedans. Non, on va normaliser. Il faut avoir 10 de moyenne. C'est bien d'être moyen partout. Il faut pas être excellent et nul, excellent dans un domaine et nul ailleurs, machin. Non, on va chercher une moyenne. On a cette vision moyenne. C'est-à-dire qu'en gros, en France, la norme de réussite, le standard de réussite, c'est de faire de longues études,
c'est de décrocher un diplôme qui paye bien dans une grande école ou d'avoir fait avocat, machin truc, et d'avoir un petit salaire, un bon salaire, un CDI, d'acheter une maison, d'avoir un chien, d'avoir une famille et de vivre comme ça jusqu'à votre retraite. Et enfin, à votre retraite, vous pourrez finalement profiter enfin de votre vie si il vous en reste une. Et en fait, il faut comprendre que toutes ces normes-là, tous ces standards sont tellement en fait ancrés dans notre quotidien que ça définit nos actions. C'est la fameuse phrase « on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent », avec laquelle je suis d'accord, c'est pas vraiment qui nous entourent finalement, parce qu'on peut ne pas être entouré physiquement de ces personnes-là, mais pour moi, je dirais plus, on est la moyenne des choses qu'on consomme. Donc si vous consommez du contenu d'entrepreneurs qui font des millions d'euros, vous aurez des standards et des normes qui vont être bien différentes. Si vous regardez les vidéos de personnes pour qui le sport c'est quelque chose d'important, de vital, pour vous le sport va être quelque chose d'important et de vital. Donc c'est vraiment important de comprendre ce phénomène-là, que vos résultats sont à la hauteur de vos standards et de vos attentes. Et moi je vous invite vraiment à essayer de casser vos standards, et casser vos standards par le haut et non pas par le bas. Donc quand je dis par le haut et pas par le bas, ça veut dire que de 1, il faut vous entourer de personnes. Et encore une fois, quand je dis entourer, ça veut pas dire rencontrer physiquement, parce que c'est pas toujours facile, mais faut consommer le contenu de ces personnes, faut lire les livres, faut aller à des masterminds, ce que vous voulez, mais consommer des choses de personnes qui sont là où vous voulez aller et casser ces standards à la hausse. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Quand je côtoie des personnes qui font des centaines de milliers d'euros, qui font des millions d'euros, alors que moi, à l'époque, je faisais 5 000 euros par mois, en fait, je me rends compte qu'il y a un possible. Je me rends compte que les normes et les standards que je m'étais mis dans ma tête, en fait, n'ont pas raison d'être, parce que pourquoi eux ont réussi et pourquoi moi, je pourrais pas réussir, ça vient casser une fausse croyance et ça vient élever mes standards. Et petit à petit, on élève nos standards, et le jour où vous avez plus de standards, finalement, vous avez un peu le champ des possibles devant vous. Et c'est pour ça que je vous dis que vos résultats s'arrêtent à la hauteur de vos standards. Si pour vous, dans votre tête, gagner 10 000 euros par mois, c'est le truc ultime, c'est impossible, c'est la fin du monde et vraiment personne ne peut y arriver, en fait, ça va être très compliqué vous-même de vous convaincre que vous pouvez y arriver. Voilà, ça c'est dans la tête. Après, ça reste quand même compliqué de le faire stratégiquement, ça demande du travail et tout. Ok, mais juste, est-ce que vous y croyez ou pas? C'est ça qui est le plus important. Et quand je dis casser vos standards à la hausse et non pas à la baisse, donc monter vos standards et non pas baisser vos standards, c'est aussi, et je sais que c'est compliqué, je suis le premier à l'avoir vécu, le premier à l'avoir fait, mais il faut le faire. Ne cassez surtout pas vos standards à la baisse. Ne revoyez jamais vos standards pour des gens qui ne sont pas en accord avec ce que vous voulez faire. Si vous allez voir quelqu'un et que vous lui dites, voilà, moi je viens de me lancer, je fais 1 000 euros par mois, 2 000 euros. Là, on parle d'argent, mais il n'y a pas que ça. Je fais 2 000 euros par mois et vous lui dites, voilà, moi j'ai envie de faire 10 000 euros par mois, 20 000 euros par mois. Et que cette personne vous dit, mais tu rêves, mec. C'est impossible, tu n'y arriveras jamais. Qui gagne 20 000 euros par mois? Enfin, arrête tes conneries. Tu devrais retrouver un travail de salarié, de machin, parce que ce que tu fais, c'est impossible, ça marchera jamais et tout. On coupe les standards. Et quand je dis on coupe les standards, c'est qu'on arrête de normaliser ce truc, on arrête de côtoyer ces personnes, d'écouter ce qu'elles disent, ou on s'en détache. Et je sais que c'est compliqué. Je l'ai fait, j'ai coupé le pont avec beaucoup de relations, mais c'est des relations qui ne respectaient plus mes standards. Et quand je dis mes standards, c'est des personnes, en fait, clairement, on dit les termes, qui te tirent vers le bas, qui croient pas en toi, et pour qui, en fait, tout ce que tu fais, ça n'a aucun sens et c'est quelque chose d'impossible. Et depuis le début, je parle d'argent, mais il n'y a pas que l'argent. Quelqu'un, finalement, qui a des standards même de lifestyle différents, par exemple, vous estimez que bien manger, c'est important pour vous, c'est important pour votre santé, de bouger aussi, de pas avoir une vie trop sédentaire, etc., de prendre soin de votre santé. Vous allez en soirée et puis vous dites, moi j'ai pas envie de boire d'alcool parce que c'est pas quelque chose qui me parle et qui me plaît, et que cette personne, en fait, émet un jugement négatif là-dessus et vous tire vers le bas et puis vous dit, non mais de toute façon, ta vie elle est pourrie, t'es ennuyeux, tu ferais mieux de boire, carpe diem, on n'a qu'une vie. En fait, on coupe les standards. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'a pas eu l'habitude de le faire, parce qu'on a eu l'habitude de finalement essayer d'être accepté par la société. Et pour être accepté par la société, il faut être normal, il faut être dans les standards, il faut être dans les normes, parce que c'est une masse. Sauf que être dans les standards et être dans les normes, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est important de comprendre ce truc,
Je suis pas, évidemment, j'en ai fait un épisode l'année dernière, hein, je suis pas en train de dire de commencer à couper toutes vos relations, ça y est, on parle qu'avec des entrepreneurs, machin, pas du tout. Faut arrêter de stigmatiser ce truc de entrepreneur versus salarié, machin. Non, je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire de vous entourer, de côtoyer, de consommer du contenu, du machin, de parler avec des gens qui ne vous rabaissent pas, ne rabaissent pas vos standards, ne rabaissent pas votre vision et vous acceptent tel que vous êtes, telles que sont vos ambitions. Si vous voulez gagner des centaines de milliers d'euros, quelqu'un qui vous dit « Ok, super !» Si tu y crois, c'est génial. La question n'est même pas de savoir si elle veut faire la même chose. Non, c'est juste quelqu'un qui accepte, qui vous encourage à faire ce que vous voulez faire. Il faut arrêter, à mon sens, aujourd'hui, de se laisser marcher dessus par ces standards qui nous tirent à chaque fois vers le bas. Donc, 3e leçon, c'était ça. 4e leçon, vous savez toujours ce que vous devez faire, mais vous ne le faites jamais. En fait, au fil des années, j'ai pris conscience d'un truc. Parce que j'en ai été la première victime, et il y en a beaucoup aujourd'hui qui en sont victimes, c'est le mythe du secret caché. En gros, dès qu'on va faire quelque chose, que ce soit dans le sport, dans le business, dans plein d'éléments, on va avoir cette idée qu'il existe un truc caché, un secret que personne ne nous a jamais révélé, et qui enferme finalement les résultats qu'on a tant espérés pendant des années. Sauf que la réalité, c'est que les stratégies qui vous permettent d'aller là où vous voulez aller, peu importe le domaine, peu importe votre situation, vous les connaissez déjà. Et là, je le sais. Vous êtes en train d'écouter cet épisode. Votre objectif, c'est peut-être de passer, je vous dis une connerie, de 2 000 euros par mois à 5 000 euros par mois. Et vous êtes en train de rechercher sur YouTube, d'écouter des machins, des trucs, etc. pour essayer de trouver la nouvelle source d'acquisition magique en 2024. Non. Ça, c'est une stratégie d'évitement pour éviter de vous confronter à vos propres peurs, à la peur de prendre de la place, à la peur parfois de monter vos prix, à la peur de parler encore plus de vos offres, à la peur parfois de gagner plus d'argent, à la peur de se montrer encore plus, à toutes ces peurs. Parce que finalement, et j'en suis certain, à 99,9%, vous savez ce qu'il faut faire pour obtenir les résultats que vous voulez obtenir. Vous savez que pour passer de 2 000 euros à 5 000 euros par mois, vous devez lancer telle offre, vous devez créer tant de contenu, vous devez faire ça parce que vous suivez constamment des gens, vous avez suivi plein de formations, vous avez lu tous les bouquins qu'il fallait lire sur le sujet, et c'est juste une question d'exécution. Et c'est pareil avec plein d'autres éléments. Je prends l'exemple du sport. Dans le sport, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on aura cette idée du mythe secret caché, du brûle-graisse qui va faire... Non, c'est pareil. Dans le sport, pour atteindre un certain objectif physique, vous savez exactement ce qu'il faut faire pour y arriver. C'est juste, encore une fois, par peur, par parfois flemme, par peur de se confronter à la réalité des choses, on ne fait pas. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Arrêtez, s'il vous plaît, de chercher l'arme secrète, l'astuce magique pour essayer de monter d'un étage, monter d'un escalier, le prochain objectif que vous souhaitez atteindre. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut juste le faire. Je ne suis pas évidemment en train de dire que faut arrêter de se former et qu'on sait tout sur tout. Non. C'est juste que là, votre prochain objectif, il y a de fortes chances que vous sachiez déjà ce qu'il faut mettre en place, mais que vous ne le faites pas tout simplement par peur de vous confronter à plein de choses et d'éléments. La leçon suivante, c'est que l'antivision, c'est l'élément le plus fort pour créer une communauté sur Internet. Alors l'antivision, c'est quoi ? J'en parle dans mon bouquin. À un moment, il y a un gros chapitre sur comment est-ce qu'on développe une audience sur Internet et comment est-ce qu'on crée du contenu pour fédérer une communauté. Et il y a un élément dont je parle dans le bouquin, c'est de toujours avoir un ennemi commun avec votre audience. En fait, si vous regardez n'importe quel film, blockbuster à succès, il y aura toujours deux camps. Il y a le camp des gentils et le camp des méchants. Dans Harry Potter, eh bien, il y a Voldemort. Dans Star Wars, il y a les forces du mal. Je crois que c'est ça. Il y a toujours cette bataille-là. Et pourquoi est-ce qu'on adore tant cette bataille ? C'est parce que ça nous donne une raison de soutenir le héros. Ça nous donne une raison de regarder ce qui se passe. Imaginez Harry Potter sans Voldemort. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de bataille finale. Il n'y a pas la recherche des Horcruxes. Il n'y a pas tout ce qu'il y a autour d'Harry Potter est basé sur cette confrontation à un ennemi. Et si aujourd'hui vous regardez
finalement, les éléments qui fonctionnent le mieux, donc les thématiques qui fonctionnent le mieux, les entrepreneurs qui fonctionnent le mieux, les idéologies les plus fortes, eh bien, il y a toujours un ennemi commun. Il y a toujours une vision et une anti-vision. Si vous prenez, par exemple, les théories du complot, il y a cette vision et cette anti-vision. Les théories du complot sont aussi fortes et les théoriciens du complot sont aussi soudés parce que il y a le méchant gouvernement qui essaye de nous cacher qu'il existe des extraterrestres qui sont arrivés sur Terre. Et c'est la raison pour laquelle on est autant soudés. Si vous prenez les crypto-monnaies, il y a la vision finalement des crypto-monnaies qui est d'être dans un monde libre d'État dans lequel on peut s'échanger de l'argent qui n'est contrôlé par aucun système. Et on a l'antivision qui est l'ennemi et qui est l'État. Donc aujourd'hui, l'élément le plus fort que vous pouvez définir pour créer du bon contenu, créer du contenu qui est impactant et surtout développer une communauté qui est engagée et qui va vous suivre parce que c'est des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, ça va être de créer cette dualité-là. Ça va être de créer cette vision et cette antivision dans votre thématique. Par exemple, l'antivision et la vision que j'ai avec mon livre, donc Solopreneur, et celle que j'ai de façon générale depuis des années dans mon business, c'est la vision d'un business qui soutient notre vie, c'est-à-dire qu'on arrête de mettre sa vie au service de son business, on arrête le hustle money où on travaille 90 heures par semaine, même pour gagner 100 000 euros par mois et sacrifier en fait 30 ans de notre vie et en fait se retrouver avec la même chose qu'on nous avait promis dans le salariat qui est de profiter dans 40 ans, parce qu'en fait c'est la même chose. Mais aujourd'hui, on met son business au service de sa vie. Et ça, c'est ma vision et mon antivision. C'est pour ça que moi, j'invite les gens à créer un business qui soutient leur vie plutôt que l'inverse. Si vous êtes dans le sport, c'est pareil. Vous pouvez avoir la vision et l'antivision. Votre vision, c'est justement de kiffer ce qu'on mange. C'est l'idée d'apprécier son quotidien, de ne pas être frustré. Et l'antivision, c'est tous les régimes dont on vous parle depuis des années sur Internet. Donc ça, c'est une leçon que j'ai pu apprendre ces dernières années. C'est que les meilleurs entrepreneurs, ou les idées en tout cas qui restent, qui sont les plus impactantes, ont toujours cette dualité-là de vision et d'antivision. La leçon suivante, qui va être assez contre-intuitive, c'est qu'on n'a pas besoin d'être remarquable pour être remarqué. Quand je me suis lancé, en 2017, j'avais 20 ans. Donc ça fait 7 ans, j'ai 27 ans, ça fait 7 ans, donc j'avais 20 ans. En fait, je me suis lancé et j'avais très peu confiance en moi. Enfin, d'un point de vue personnel, ça allait, mais d'un point de vue professionnel, j'étais pas le bon élève, j'ai pas fait de longues études, j'ai pas accompli grand-chose dans mon quotidien. J'avais un tout petit CV, voilà, j'avais un BTS que j'avais fait en alternance, et puis ça s'arrête là. Donc c'est vrai que quand on me disait c'est quoi tes expériences, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, j'étais là, pas grand-chose, parce que j'ai 20 ans. Donc bon, j'ai pas eu l'occasion de faire énormément de choses. Et quand je voyais toutes ces personnes sur Internet qui réussissaient, qui voyageaient à l'étranger, qui gagnaient beaucoup d'argent, je me disais, mais putain, elles ont un truc que j'ai pas en fait. Elles ont ce petit truc, elles sont à l'aise face à la caméra, elles sont éloquentes, charismatiques, elles ont des choses hyper intéressantes à partager, à apprendre. Et en fait, j'étais vraiment convaincu que pour réussir, il fallait avoir ce petit truc en plus remarquable. Il fallait être charismatique, il fallait parler fort face à la caméra, donc on parlait de YouTube à l'époque, il fallait être dynamique, il fallait faire des blagues, il fallait faire des vlogs, il fallait être toujours ce mec excentrique, extravagant. Et aujourd'hui, la leçon que j'en retire, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire tout ça. En fait, on en avait parlé dans un épisode de podcast avec Alex, on ne pourra jamais prendre votre place. C'est-à-dire que la seule place qui n'est pas prise, la seule personne qui n'est pas prise, c'est vous. Et ça correspondra peut-être pas à tout le monde. Les gens qui viennent sur mes vidéos et qui veulent un mec qui est charismatique, un mec qui est éloquent, un mec qui fait des vannes dans tous les sens et qui est hyper dynamique face à la caméra, qui fait des vlogs, des machins et tout, il n'est pas tombé sur la bonne chaîne. Non. Parce que c'est pas du tout mon univers, parce que je suis pas du tout comme ça et que ça me correspond pas. Par contre, les gens qui préfèrent quelqu'un qui est calme, qui est posé, qui essaye de partager un peu ce qu'il a appris, ses vérités, sa vision du monde, là, c'est quelqu'un qui va trouver un petit peu ce qu'il est venu chercher. Il faut vraiment comprendre ce truc. Réussir sur Internet, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de diplôme, c'est pas une question d'expérience, c'est pas une question de savoir si vos parents ils sont entrepreneurs ou pas. Je me suis lancé, j'avais 20 ans, j'avais pas de diplôme, j'ai des parents qui sont salariés, mon père a bossé 20 ans en tant qu'ouvrier, je viens d'une classe moyenne,
Je suis pas à me plaindre, mais bon, j'avais pas toutes les cases cochées, on va dire, quand je me suis lancé, et pourtant, ça m'a pas empêché de réussir. Faut juste comprendre ce truc-là. C'est que vous n'avez pas besoin d'être remarquable pour être remarqué. Et ce qui va créer votre succès, c'est votre singularité. C'est votre capacité, non pas à être quelqu'un que vous n'êtes pas, et essayer de faire comme les autres, mais c'est votre capacité à incarner qui vous êtes vraiment. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va correspondre à qui vous êtes aujourd'hui. Et je pense qu'on ne peut pas se mentir à soi-même et mentir aux autres aussi longtemps. Donc c'est pour ça que oui, on peut faire semblant d'avoir une personnalité, on peut faire semblant d'être extravagant, on peut faire semblant de faire des vlogs, d'être à l'aise face à la caméra, de s'inventer une vie ou de faire des trucs pendant quelques semaines ou quelques mois, mais ça tient jamais sur la durée. La seule chose qui tient sur la durée, c'est d'être soi-même, et c'est la seule personne qui n'est pas prise aujourd'hui. La leçon suivante, c'est que la productivité est le plus grand piège des entrepreneurs. Enfin, un élément de la productivité. Si je vous dis aujourd'hui, ok, qu'est-ce que vous feriez demain pour passer de, je sais pas, 5 000 à 10 000, 10 000 à 20 000, peu importe, mais en gros pour doubler vos résultats. Il y a de fortes chances que vous me répondiez un truc, je vais faire tel projet, tel machin, etc. Mais que dans les faits, la seule chose que vous mettiez en place, c'est de travailler plus. Pourquoi ? Parce que il y a deux raisons qui expliquent que c'est un réflexe premier chez la plupart des entrepreneurs qui tombent dans ce piège, de se dire, en fait, pour obtenir plus de résultats, je dois travailler plus. Le premier, c'est qu'on a tous, quasiment en tout cas, passé avant ça, enfin, on a été à l'école et ensuite on a été salarié. Et en fait, dans le salariat, étant donné qu'on est payé à l'heure, et aussi pour les personnes qui sont freelance, qui sont payées à l'heure, on a ce même schéma. Mais en fait, quand vous êtes payé à l'heure et non pas à la tâche ou à ce que vous apportez ou au levier que vous pouvez employer, la seule façon de gagner plus, c'est de travailler plus. Techniquement, il n'y a pas d'autre solution. Et la deuxième raison, c'est que quand vous allez vous lancer, quand vous allez lancer votre business, il y a une courbe croissante au démarrage qui offre en fait une corrélation entre le nombre d'heures que vous travaillez, à quel point vous souffrez et vos résultats. Et c'est logique parce qu'au début, vous n'avez pas d'effet levier. Quand vous démarrez, le seul effet levier que vous avez, si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas 200 000 € sur votre compte en banque, le seul effet levier que vous avez, c'est votre temps. Parce que faut créer du contenu, donc il faut échanger votre temps contre ça. Vous avez très peu de communauté, donc il faut bosser, etc. C'est pour ça qu'au début, les premiers mois, parfois la première année, nos résultats, l'argent qu'on génère, est fortement corrélé à notre temps de travail. Parce qu'encore une fois, on n'a pas d'effet levier. Mais arrivé à un certain stade, quand on commence à générer des revenus, quand on commence à mettre en place, quand on commence vraiment à avoir des systèmes, à avoir une communauté, on commence à avoir du levier. Et un effet levier, en fait, c'est quoi ? C'est quelque chose sur lequel vous pouvez appuyer, donc avec une force 1, et qui sort une force supérieure. Une force 2, 3, 4, 5. En gros, c'est comme une machine à sous. L'effet levier, vous mettez 1 €, ça sort 2 €. Vous mettez 1 €, ça sort 3 €. 1 €, ça sort 10 €. Et donc, plus l'effet levier est intéressant, plus c'est intéressant de l'utiliser. Et donc, des effets leviers, il y en a plein. Votre communauté, c'est un effet levier. Aujourd'hui, avoir 10 000 abonnés, c'est un effet levier. Vous pouvez lancer un petit projet. Si vous faites un lancement, vous avez plus de résultats que si, je sais pas moi, vous avez 5 000 abonnés ou 500 abonnés. Si vous lancez un podcast, vous avez de suite de la notoriété, etc. Vous avez aussi l'effet levier de l'argent. Forcément, parce que plus vous avez d'argent, plus vous pouvez déléguer, plus il y a des personnes qui peuvent travailler pour vous, ce qui fait que vous pouvez obtenir plus de résultats sans vous-même travailler plus. Vous avez l'effet levier des connexions, du networking. Donc, si vous connaissez plus de personnes, c'est aussi un effet levier. Enfin bref, il y a plein de choses qu'il faut comprendre. Et en fait, moi, ce que je vous invite à faire, surtout quand vous souhaitez avoir plus de résultats dans votre business, c'est essayer de sortir un petit peu de cette matrice-là, de vous dire finalement, ok, je suis en mode par défaut. Et mon mode par défaut, c'est de me dire, pour obtenir plus de résultats, il faut que je travaille plus, il faut que je travaille plus dur, il faut que je lance encore plus de choses. Alors que souvent, on n'obtient pas plus de résultats en faisant plus de choses, mais en faisant moins et surtout mieux, en profitant de l'effet levier. Et vous devriez plutôt vous poser la question, quels sont les effets leviers que j'ai aujourd'hui que je peux mettre en place pour obtenir plus de résultats sans forcément avoir à travailler plus. La leçon suivante, et je sais qu'elle ne va pas plaire à beaucoup de personnes, c'est que ce ne sont pas les meilleurs qui réussissent le mieux. C'est un débat qu'on a souvent avec des amis quand on parle de ça. Et en fait, quand on se balade un peu sur Internet, ou même des fois, j'ai des retours clients de personnes qui me disent ça, et qui me disent « Oui, Tony, je comprends pas, moi je trouve que je fais un super bon travail sur tel sujet, pourtant, j'arrive pas à avoir de clients, alors qu'un tel ou une telle
bah regarde son compte, tu vois, le travail est un peu moins bien fait que moi. Enfin, j'ai l'impression qu'on fait un peu pareil ou on est un peu équivalent, mais pourtant, j'ai l'impression que cette personne, elle réussit 10 fois plus que moi, tu vois. Et ça crée beaucoup de frustration parce qu'on a l'impression comme ça de finalement, il y a un truc qui va pas chez nous ou qu'est-ce qui se passe. Et je me suis rendu compte, avec le temps, que le succès, il n'est pas forcément corrélé aux compétences techniques ou profondes sur un sujet. Et quand je parle du succès, ça peut être le succès monétaire, ça peut être la notoriété qu'on a, ce genre de choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le meilleur monteur vidéo, techniquement, donc le mec le plus compétent en vidéo de France, je ne sais pas pourquoi je parle de France, mais vous avez compris, c'est pas forcément celui qui est le plus connu, c'est pas forcément celui qui gagne le plus. Le meilleur copywriter, c'est pareil, le meilleur CM, le meilleur machin, peu importe le secteur, le meilleur coach aussi. En fait, la personne qui réussit le plus dans un domaine, celle qui a le plus de trafic, notoriété, celle qui gagne le plus d'argent, c'est toujours celle qui se vend et qui se market le mieux. Et je vais vous prendre un exemple. Pour ceux qui regardent Top Chef, donc je ne regarde pas, mais pour ceux qui regardent, et pour ceux qui ne regardent pas, vous allez comprendre. En fait, à Top Chef, il y a différents cuisiniers, différentes personnes de renommée mondiale. Il y a sur les dernières saisons, alors c'est un article qui a été révélé par Public, donc je ne sais pas exactement la saison, mais vous allez comprendre. Vous avez Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Saran et Paul Perret. Tous ces cuisiniers sont des cuisiniers de renommée mondiale, ils ont eu des étoiles au guide Michelin, des machins, ils ont été élus, ce que tu veux, peu importe. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait se dire, ok, ils sont tous sur le même piédestal, parce que voilà, ils ont tous une énorme renommée, ils ont des restaurants, des étoiles, des trucs, des machins, ce que vous voulez, et pourtant, ils n'ont pas tous le même salaire. Ce qui est marrant, c'est qu'on a Philippe Etchebest, qui aurait touché, selon Public, 85 000 € pour la saison, Hélène Darroze, 60 000, Michel Saran, 50 000, et Paul Perret, 35 000. C'est-à-dire qu'on a, techniquement, une personne parmi l'émission, un jury qui gagne 2 fois plus, 2,25 fois plus que Paul Perret, alors qu'on est a priori sur le même niveau de compétence, à quelque chose près. Eh bien, c'est tout simplement parce que Philippe Etchebest, c'est celui qui fait le plus parler de lui. C'est celui qui se vend le mieux. C'est celui auquel on va penser quand on pense à Top Chef. C'est le mec qui a le plus de renommée sur les réseaux sociaux. C'est le mec dont on va tout le temps avoir des titres rediff à droite à gauche parce qu'il pète un câble dans l'émission, parce que machin. Et donc, il faut vraiment comprendre ce phénomène-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, premièrement, que votre succès ne va pas forcément être corrélé à votre niveau de compétence. Vous pouvez être extrêmement compétent dans un domaine, ça fait pas tout. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir se vendre. Et quand je dis il faut savoir se vendre, à mon sens, il y a 2 piliers très importants à développer. Le premier, c'est apprendre à vous vendre, c'est-à-dire maîtriser le marketing, le copywriting. Savoir ce qui fait que on préfère passer par cette personne-là plutôt qu'une autre. Donc, meilleures seront vos pages de vente, meilleures seront, quand je dis le marketing, le copywriting, c'est de façon générale, meilleurs seront vos appels découvertes, meilleurs seront vos emails de prospection, vos DM de prospection, forcément, plus vous aurez de résultats. Et la deuxième chose, qui à mon sens est importante, c'est de créer un personal branding qui est fort, une marque personnelle qui est impactante. Pourquoi ? Parce que toutes les personnes qui finalement arrivent à avoir ce statut-là sont souvent des personnes qui ont une marque personnelle qui est assez forte. Et c'est parce que cette marque personnelle est forte que ces personnes sont reconnues et que ces personnes sont très demandées, et offre et demande, on les paye plus pour participer à ce genre d'émission. Ça ne m'étonnerait pas, par exemple, que dans Qui veut être mon associé, celui qui est le plus payé, c'est Anthony Bourbon. Alors peut-être, je sais pas, c'est une théorie, j'en sais rien, mais ça ne m'étonnerait pas, parce que c'est une personne qui a une grosse tête et qui fait quand même beaucoup parler de lui. Alors quand je dis une grosse tête, c'est pas une grosse tête, un melon, mais qui est très connu en fait sur les réseaux sociaux. C'est une grosse tête de l'émission, et ça m'étonnerait pas, par exemple, que ce soit la personne la plus payée. Conseil suivant, leçon suivante, les astuces ne marchent jamais bien longtemps. Les astuces, les tendances, vous avez compris. En fait, quand j'ai écrit Solopreneur, je voulais éviter un truc qui était très important, c'était d'écrire un livre sur les tendances. C'est une erreur que font beaucoup de personnes quand elles écrivent un livre, mais pas que. Quand elles font des formations, c'est aussi pour ça que j'évite ce genre de formation, c'est d'écrire quelque chose qui est périmable, qui a une date de péremption. Par exemple, vous allez écrire, et je l'ai vu parce que j'en avais acheté un il y a très très longtemps de ça, il y a 6-7 ans en arrière, un livre sur Instagram. C'est un influenceur qui avait écrit ça à l'époque.
Et en fait, ce livre sur Insta, 1 an après, il pouvait passer à la poubelle. Pourquoi ? Parce que tout a changé. Interfaces ont changé, il y a plein de trucs dont il parlait qui n'existent plus, etc. Et c'est tout le problème quand vous basez un livre sur les tendances, et c'est pour ça que Solopreneur est basé sur des fondamentaux, et non pas des choses qui vont évoluer au fil des années, ce genre de trucs. Pourquoi les tendances ne fonctionnent pas, ou en tout cas pas très longtemps ? C'est que les tendances, elles reposent toujours sur quelque chose d'éphémère. Par exemple, si on prend les réseaux sociaux, on va vous conseiller de faire un certain format. Il y a 4-5 ans en arrière, peut-être 4 ans en arrière, sur Insta, on vous conseillait de pointer du doigt comme ça, paf, 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 sur vos réels. Et pourquoi on vous conseillait ça ? Parce que ça fonctionnait bien. Et le problème, c'est que comme toute tendance, au début, ça marche quand vous faites partie de la minorité de personnes qui ont adopté la tendance très vite. Et une fois que ça a été adopté par la majorité, cette tendance devient normale, ça fonctionne moins, et après, ça s'essouffle pour laisser place à une nouvelle tendance. Alors, il y a une petite nuance que j'aimerais apporter, c'est que les tendances, c'est pas non plus à bannir. Moi, je vous invite à profiter des tendances et à en faire une opportunité, parce que voilà, si on surfe à chaque fois sur les tendances, notamment sur Insta par exemple en termes de format, c'est intéressant parce que c'est ce qui nous met en avant. Par contre, ne faites jamais reposer les fondamentaux de votre business sur des tendances. Ne vous formez jamais, ne basez jamais 100% de votre travail sur une tendance. Pourquoi ? Parce que dès qu'un format va disparaître, dès qu'un truc va disparaître, si votre business est basé sur une tendance et que cette tendance disparaît, finalement votre business disparaît avec. Donc c'est hyper important quand vous allez vous former, quand vous allez apprendre des choses, quand vous allez lire un livre, quand vous allez mettre en place des trucs dans votre business, de bien faire la distinction. Est-ce que c'est une tendance ? Est-ce que c'est un truc qui est éphémère et qui va potentiellement disparaître très vite, non pas dans 5 ou 10 ans, mais d'ici quelques mois, ou est-ce que c'est un truc qui est fondamental ? C'est un fondamental de l'entreprise, c'est un fondamental de l'univers, ce que je vais apprendre ici. Et c'est hyper important de comprendre ça. Par exemple, encore une fois, dans Solopreneur, je vous parle de ce qui font les fondamentaux d'un bon contenu. Et en fait, un bon contenu, c'est pas on met un hashtag là, on met un petit screen là, on fait un truc genre une loupe, ce genre de truc. Non, parce que les loupes, une fois que ça sera passé, ça sera passé. Un bon contenu, c'est comprendre comment on rédige une bonne accroche. Une bonne accroche, ça fonctionne aujourd'hui, ça fonctionnera dans 20 ans. C'est juste que le format de l'accroche va changer. Aujourd'hui, c'est en vidéo avec un réel, dans 20 ans, ce sera peut-être en hologramme avec autre chose. Mais le principe d'une bonne accroche reste le même. Le principe de storytelling, c'est pareil. Apprendre à raconter des histoires, il y a 20 ans, c'était comme ça, et dans 50 ans, ça sera toujours la même chose. Une bonne histoire, il y aura toujours 3 axes, il y aura toujours un climax, avec un moment où on va monter très haut, puis on va tomber très fort, on va croire que c'est la fin, et boum, à la fin, en fait, il y a le gentil qui gagne la bataille finale contre le méchant. Pourquoi depuis 40 ans, on a toujours les mêmes blockbusters au cinéma et toujours les mêmes choses qui fonctionnent ? Parce que c'est basé sur du storytelling en 3 axes, avec la même structure, et probablement que ça va durer pendant des années. Il y a juste des petits éléments qui vont changer entre-temps, mais c'est important de comprendre cette différence fondamentale. Avant-dernière leçon, qui est très importante, c'est que le business, c'est un jeu infini. Alors, un jeu infini, c'est quoi ? Vous l'aurez compris, c'est un jeu qui n'a pas de fin. Et le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'on essaye de trouver une fin, de gagner un jeu à un jeu qui n'en a pas. Quand je dis qu'on essaye de trouver une fin, c'est quoi ? C'est que on se dit, ok, voilà, mon objectif dans 3 mois, c'est ça. Je vais bosser comme un acharné pendant les 3 prochains mois. Parce que, voilà, c'est mon objectif, c'est mon machin, je veux l'atteindre et tout. Ok, je bosse 60 heures semaine, je sacrifie tout, je vois plus mes potes, je vois plus ma famille, je vois plus personne parce que c'est mon goal, je suis un hustler et je fonce tête baissée. Arrivé à la fin des 3 mois, ok, j'ai accompli mon objectif, j'ai atteint tel truc, qu'est-ce que je fais maintenant ? Maintenant, je passe à l'objectif d'après. Ok, mais l'objectif d'après, il est quand même plus gros. 6 mois là. Donc, ok, je m'enferme encore 6 mois, mais t'inquiète, c'est le dernier objectif. Et boum, rebelote, pendant 6 mois, on parle à personne, on fait des machins, des trucs. À la fin des 6 mois, on atteint l'objectif, on est content, 3-4 jours, on se prend une petite bouteille de champagne dans un bar, au resto, peu importe, on se fait kiffer, on fait de ça. Et boum, objectif suivant. Et en fait, il faut vraiment comprendre que le train, en fait, ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que le train du business, quand vous allez entreprendre, vous allez monter dans un train. Ce train, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est large. Vous allez monter un business au début de formation, puis après, vous allez peut-être faire du coaching, et puis après, dans 5 ans, vous allez peut-être écrire un livre, et puis après, vous allez peut-être faire autre chose, je sais pas.
Vous allez lancer un autre business, faire d'autres trucs. Mais vous montez dans le train de l'entrepreneuriat et c'est un train qui ne s'arrête jamais. Qui s'arrête si un jour, si vraiment vous avez envie d'arrêter, mais en général, il ne s'arrête pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous sacrifiez un objectif en espérant qu'il y ait un terminus dans quelques semaines ou quelques mois, en fait, vous passez toute votre vie à essayer d'atteindre un objectif, à essayer de terminer un jeu, encore une fois, qui n'a pas de fin. Et le danger de ça, c'est tout le danger de ça est dans le mot sacrifier. C'est-à-dire que quand vous fixez des objectifs, quand vous essayez d'atteindre un certain résultat, lancer tel projet, ne le faites jamais au détriment d'autres choses qui ont de l'importance et du sens dans votre quotidien, s'il vous plaît. Parce que vous allez passer les 3 prochaines années à tout sacrifier. Et dans 3 ans, vous serez là, avec 200 000 € sur le compte en banque. Super. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je sais pas. Je me fixe encore un objectif. Et vous allez regarder en arrière. Et vous allez voir tout le temps que vous avez perdu. Tout le temps perdu, passé à bosser sur votre business, vous avez laissé votre conjoint de côté, vous avez perdu tous vos amis qui étaient des super gars, qui vous motivaient, machin, parce que vous avez commencé à plus leur écrire, parce que pas le temps pour ça, machin. Bref, vous n'avez pas voyagé, vous n'avez pas fait de trucs, peu importe. La famille, vous l'avez même plus calculé. Tout ça pour un truc, encore une fois, qui n'a pas de fin. Et donc, faut pas tomber dans le piège de se dire que le prochain objectif sera le dernier, parce que c'est faux. Je vous le dis, voilà, je désamorce le truc. Si vous pensiez que c'était ça, vous méprenez parce qu'il n'y aura jamais de fin. Donc, c'est important de comprendre cette idéologie parce qu'elle peut littéralement ou embellir votre vie ou la ruiner. Donc, définissez un cadre. Ce cadre-là, c'est le cadre en fait dans lequel vous voulez naviguer. C'est le cadre qui a une importance pour vous. Voilà, j'ai envie d'arrêter. Moi, j'ai un cadre, il est simple. À 17h30, j'arrête de travailler. Voilà. J'ai pas le choix. Comme ça, je sais que j'arrive à avoir cet équilibre-là. Et je ne sors pas du cadre, peu importe si l'objectif, je dois le décaler, parce qu'en fait, encore une fois, il n'y a pas de fin. Dernière leçon, c'est que le mindset est la source de la plupart de vos blocages. Blocage business, pas que, mais là, évidemment, je vais surtout parler de business. En fait, il y a une erreur que commettent beaucoup d'entrepreneurs, et beaucoup d'entrepreneurs se méprennent par rapport à ça. Et moi, le premier, on en parlait un peu précédemment avec l'espèce de secret caché, c'est que on se dit que la croissance d'une entreprise est toujours liée à une stratégie ou à un élément qui nous manque. Au début, c'est vrai. C'est-à-dire que pour passer, à mon sens, même si ça reste une moyenne, pour passer de 0 à 5 000 € par mois, grossièrement, c'est surtout une question de stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est surtout une question de avoir les bonnes méthodes, créer du bon contenu, savoir attirer une audience, savoir toucher des personnes, récupérer des leads, créer une bonne offre, savoir vendre, bien copywriter, tout ça. Donc tout ça, ça s'apprend. Il faut vous former, il faut faire plein de choses, évidemment. Là où beaucoup d'entrepreneurs se méprennent, c'est après ce chiffre. Beaucoup se disent, OK, je suis à 5 000, 3 000 à peu près dans ces eaux-là. Je veux passer à 10, à 20, à 30, à 500 si vous voulez. Eh bien, il manque encore le truc. Il y a encore le système, la stratégie d'après, le truc, le machin. Dans la réalité, évidemment, même s'il y a toujours une petite stratégie, le petit truc sympa qu'il faut connaître et tout, dans la réalité, l'énorme majorité des choses qui vont vous faire passer ces paliers-là, monter au niveau supérieur, sont des blocages qu'il y a dans votre tête. C'est souvent une question de mindset. Encore une fois, c'est souvent lié à vos peurs. Vos peurs de gagner de l'argent, vos peurs de prendre plus de place, vos peurs d'être confronté à de nouvelles personnes parce que vous voulez faire de la pub et vous avez peur des commentaires de personnes qui ne vous connaissent pas, votre peur de prendre des risques parce qu'il faut investir, il faut poser de l'argent, il faut mettre de l'argent sur la table, votre peur aussi de passer pour un vendeur de tapis parce qu'avant vous faisiez un lancement par an et que maintenant vous voulez en faire 4 et vous avez peur que les gens vous disent non mais en fait voilà maintenant tu fais que ça pour l'argent, etc. Croyez-moi, dans la grande majorité des cas, c'est des peurs qui sont dans votre tête qui vous empêchent de passer ces différents paliers. Et c'est important de le comprendre, c'est important de les identifier, c'est important de savoir d'où elles viennent, c'est important de savoir si c'est parce que vous avez peur d'échouer, parce que vous avez peur du regard des autres, parce que vous avez peur de gagner de l'argent. Est-ce que c'est de la procrastination cachée qui fait que vous repoussez des projets? Est-ce que c'est parce que vous avez peur de gagner plus d'argent et que vous allez monter en statut, vous avez peur de payer plus d'impôts, ce qui peut être aussi le cas. Donc, il faut vraiment comprendre ce truc-là. Croyez-moi, à partir d'un certain stade, c'est surtout une question de mindset, même si les stratégies comptent toujours, hein, évidemment. Mais voilà, les stratégies, ça va vous faire gagner 10-15%. Le mindset, c'est ce qui va vraiment faire, à mon sens en tout cas, la différence. Donc,
toutes ces leçons-là sont les 11 plutôt leçons que j'ai appris durant les 7 dernières années. Il y a pas mal de choses, enfin pas mal, quelques trucs en tout cas dont je vous ai parlé ici, comme l'antivision ou les principes de croyance et de mindset. Et évidemment beaucoup plus de choses que j'aborde dans mon livre. Par exemple, dans le livre, la deuxième partie du bouquin est consacrée exclusivement aux croyances limitantes. Parce que comme je vous l'expliquais, c'est important de casser ces croyances-là à tout niveau de business. Parce que si vous avez peur du regard des autres, vous n'allez jamais vous lancer. Vous n'allez jamais créer plus de contenu, créer plus d'offres, vous exposer, faire de la pub. Et c'est important d'apprendre à casser ces croyances, auquel cas vous ne pourrez jamais passer à l'étape du dessus. Donc si jamais vous souhaitez apprendre toutes ces choses, et évidemment bien plus encore, vous pouvez toujours précommander mon livre jusqu'au 24 avril et recevoir tous les bonus dont j'ai parlé et peut-être la chance de gagner une journée de coaching avec moi en one-to-one. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce long épisode jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.